Bienvenue dans ce nouvel épisode de Paradigme qui va être un peu différent des autres. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de te partager le chapitre 4 de mon dernier livre, Comment changer, dans lequel on va parler de tension interne. Tu es prêt ? Allez, c'est parti. Chapitre 4. Tension interne. Le concept, dans tous ces environnements, semble être que l'on a besoin de terminer sa guérison avant d'être prêt pour faire son travail. Cette façon de penser est une forme de résistance. L'athlète sait que le jour ne viendra jamais où il se réveillera sans douleur. Steven Pressfield. Comprendre que le passé est fini est une première étape décisive. D'ailleurs, peut-être que, pour toi, ce n'est pas un frein. Comme nous l'avons vu, le passé peut être un frein. Il ne l'est pas à tous les coups, et pas pour tout type de changement. Mais il y a un truc qui à coup sûr sera un frein pour toi, car il est pour tout le monde. La tension créée par le changement lui-même. Ce que je te propose, c'est d'explorer maintenant les deux bonhommes dans ta tête, qui tirent chacun d'un côté de la corde de toute leur force en hurlant « Non, c'est moi qui ai raison, on y va !» Et l'autre qui dit « Non, c'est moi qui ai raison, on n'y va pas !» Ouais, ça y est, on va parler de résistance, ou de ce que Robert Kegan appelle les engagements en compétition. Ce qu'on appelle en sciences comportementales aussi la dissonance cognitive. Et moi, c'est ce que je vais appeler ici simplement ton indécision chronique qui t'empêche de t'engager dans une voie alors que tu sais que c'est la bonne pour toi, mais qui quand même mérite réflexion parce qu'avant c'était cool aussi, mais bon, au fond, je sais pas si c'est bon pour moi, etc. Donner plus de place à nos sentiments de liberté, d'amour, de paix et de vitalité, c'est ce qui nous motive dans nos envies de changement au plus profond de nous-mêmes. On va parler de ça un peu plus tard en profondeur, tu verras. Mais parfois, ce n'est pas aussi évident que ça. En plus, quand nous savons que nous devons changer un truc, que nous avons a priori identifié le levier à actionner, et que nous n'y arrivons pas, franchement, c'est une sensation dégoûtante qui crée une tension interne phénoménale, du genre « c'est pas vrai !» Mais qu'est-ce qui cloche chez moi ? Je sais, je comprends ce sentiment. Je l'ai vécu des milliers de fois, mes clients l'ont vécu aussi et ils le vivront encore. Il y a presque systématiquement un moment où la résistance se pointe quand on souhaite changer quelque chose chez nous ou qu'on souhaite mener une action différemment de la manière dont on l'a menée dans notre passé. Tu te souviens ? La folie, c'est de faire la même chose en attendant un résultat différent. Ça te rappelle un truc ? Si tu n'as pas encore percuté, je te rassure, il est effectivement bien plus facile de vivre dans la folie, le statu quo, et en mangeant de la dissonance cognitive au petit déjeuner que de se réveiller et de se battre contre tout ça. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Changer, c'est plutôt simple. Je te l'assure. Tu sais exactement ce que tu dois faire pour aller là où tu veux aller, où tu veux créer ce que tu veux créer. Par contre, ça ne veut pas dire que le chemin est facile pour autant. Pour courir un marathon, il faut mettre un pied devant l'autre sur 42 km. C'est simple. Courir les 42 km d'affilée dans la vraie vie, c'est carrément plus compliqué que de se rêver en train de le faire assez bien confortablement, les fesses moulées dans son canapé avec un paquet de chips. C'est pas facile. C'est une distinction que tu as l'habitude d'entendre. Si tu lis mes différents articles, que tu écoutes mon podcast Paradigme, les choses les plus vraies et efficaces dans la vie sont souvent très simples. En tout cas au niveau de la compréhension intellectuelle. Et pour autant, elles ne sont pas forcément faciles à mettre en place au niveau de l'action. Prenons l'exemple d'une discussion que j'ai eue avec, je pense, presque l'ensemble de mes clients, et que j'ai eu aussi des centaines de fois avec moi-même en me regardant dans le miroir. J'en ai marre de tout le temps m'énerver pour rien, ça me fatigue. Avec la pression au travail, je rentre souvent tendu, ce sont mes gosses et ma femme qui prennent ça de plein fouet, et je ne sais pas comment faire. Ok, je vois très bien. Merci de m'avoir partagé ça d'ailleurs. C'est vrai que lorsqu'on garde la pression pour soi, et qu'on n'a pas de sas de décompression, il y a un moment où ça pète. Et nos familles, souvent, elles se retrouvent étrangement, souvent sur la ligne de front à ce moment-là. Cette pression, c'est quelqu'un autour de toi qui te la met en particulier ? Non, pas spécialement. Enfin, je crois pas. J'ai pas l'impression. Ok.
Tu as mis en place des pratiques au quotidien pour décompresser? Des moments où tu n'enchaînes pas d'une tâche à l'autre, sans en avoir conscience, mais où tu vas plutôt recharger un peu les batteries pour mieux repartir? Non, mais bon. Mais bon quoi? Ben, un moment, il faut bien faire les choses. J'ai plein de trucs urgents à faire. Tu sais ce que c'est d'avoir une boîte, des enfants, une femme et d'être toujours dans la culpabilité de ne jamais être au bon endroit au bon moment. Quand je suis au bureau, je culpabilise de trop travailler, et quand je suis off ou avec ma famille, je culpabilise de pas bosser. Je suis curieux, Julien. Il n'y a pas de jugement dans ce que je vais te dire, hein. Mais juste une réflexion. Cette culpabilité que tu ressens, c'est elle qui te crée ce sentiment de pression? Souvent, là, à ce moment, il y a un grand silence. Ouais. Ouais? Ben oui, c'est ça. En fait, il faudrait que j'arrive à être présent là où je suis quand j'y suis. C'est ça que tu veux me dire, Quentin? Exactement. C'est aussi simple que ça. Cool. Et ça, comment je fais? Ça, c'est moins facile. Parce qu'il n'y a rien de plus compliqué, mais tu vas devoir changer certaines habitudes. Et ça prend un peu de temps. Et surtout, ça demande de la détermination, d'être clair sur ce que tu veux. Parce que parfois, tu vas avoir l'envie de repasser en mode par défaut, parce que tu seras fatigué, parce que c'est ton cerveau qui connaît pas la situation dans laquelle il est. Lui, ce qu'il veut, c'est ce qu'il rassure. Et c'est à ce moment précis que tu devras être à la fois fort, mais aussi cool avec toi. Parce que soyons clairs, tu vas pas y arriver du premier coup et c'est normal. Je te propose d'arrêter l'exemple ici. À ce moment-là, nous avons commencé à creuser son rapport à la pression, à la manière dont il se la met tout seul, quels étaient les éléments déclencheurs de ce sentiment de pression et de cette envie de fuite. Puis, nous avons créé ensemble des limites et des règles qu'il se fixe pour lui et pour les autres. La résistance, elle survient toujours au moment décisif. Quand nous nous apprêtons à choisir un chemin neuronal différent de celui qu'on a l'habitude d'emprunter. Quand on voit cette barre chocolatée et qu'on a envie de la manger, pour un petit moment de réconfort, parce qu'un client nous a envoyé bouler ou je sais pas ce qui s'est passé. Quand nous nous retrouvons devant notre ordinateur et nous nous mettons à scroller sur les réseaux, je l'ai fait, et à réagencer notre bureau, je l'ai fait, trier nos papiers alors que clairement on déteste faire ça d'ordinaire, je l'ai fait aussi. Bref, qu'on se met à fuir viscéralement ce que nous savons qu'on devrait faire. Ce qu'on appelle la dissonance cognitive ou la résistance, c'est ce sentiment de tension qui se crée en nous à chaque fois qu'on sait ce qu'on doit faire et qu'on finit par céder à l'habitude initiale, qu'on fait l'inverse de ce qui est bénéfique pour nous et qu'on en a parfaitement conscience. Pour moi, ça a été de continuer à boire de l'alcool pendant 2 ans alors que je savais que j'étais dans une phase de ma vie où je devais totalement arrêter. C'est de manger du sucre plus que de raison alors que j'avais des objectifs physiques exigeants. C'est de rester dans mon canapé pendant des heures à attendre que le prochain client tombe comme par magie parce que j'écris des posts tous les jours sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux et que ça va forcément finir par payer. C'est de ne pas me lever avant tout le monde le matin pour méditer alors que je sais que ça me fait du bien. Et surtout, que ça change radicalement l'ambiance dans ma famille, car j'interagis différemment avec le monde. Peut-être que tu te reconnais dans ces exemples. Ce sont toutes ces choses que tu ne fais pas, que tu sais que tu devrais faire, et qui, quand tu les laisses traîner, finalement, elles empirent avec le temps. Si tu es frustré à ce niveau du livre, parce que je ne te dis pas comment changer, reste cool et continue de lire. Sauf si vraiment tu trouves ce livre bidon, alors, je sais pas, serre-en toi pour caler une table ou un truc comme ça, ou allumer un feu, c'est bientôt la saison des barbecues. Je pourrais bien te dire comment changer dès maintenant. Mais ça n'aurait aucun impact pour toi. Le comment est souvent pas la question la plus importante. Tu dois d'abord comprendre pourquoi est-ce qu'on ne change pas. Parce que le plus dur dans tout changement, ce n'est pas de créer une stratégie ou de suivre un plan pour changer. Ça, il y en a des milliers gratuitement disponibles en ligne. C'est de dépasser cet inévitable point de friction qui n'existe nulle part ailleurs que dans ta tête. Et ça, au fond, tu le sais. Mais ça y est, maintenant tu le sais. Tu commences à esquisser le portrait de l'ennemi. Alors, laisse-moi te poser une question pour clore ce chapitre. C'est quoi ta résistance en ce moment ? Quel est ce truc qui te fait patiner, qui t'empêche de créer ce que tu désires vraiment, bien au fond de toi-même ? Isole ça, écris-le, visualise-le si tu veux, mais garde-le en tête.
car je vais te présenter les options que tu as à ta disposition pour faire de ce sentiment de résistance ta boussole la plus fiable. Et petit spoiler, le chemin le plus court pour changer, c'est de jouer sur ton identité. Et on va dédier tout le reste de ce livre à ce travail.